va pouvoir commencer. Je vois qu'il est 8h31 et les retardataires pourront nous rejoindre. Donc, bienvenue à ce nouveau web café. Je suis Sébastien Devilleroy, chargé d'animation de réseau au pôle MC2. Nouveau web café consacré aujourd'hui au dispositif Diag Cyber de la DGA, qui est donc un dispositif d'aide à la cybersécurisation des PME et ETI liés au secteur de la défense. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Pierre Foulquier. Alors, attendez, je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. Je vais le faire par moi-même. Voilà, ce sera plus simple. Vous pourrez bien sûr les réactiver lors des questions. Je disais, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Pierre Foulquier, chef du bureau développement des PME françaises de la Défense, donc à la DGA et à SDPME, à qui j'ai tout de suite donné la parole. On se laissera un temps, bien entendu, pour vos questions. Vous pouvez via le chat. En bas à droite, vous avez la bulle chat, vous pouvez poser vos questions et je m'en ferai l'écho, ou prendre directement la parole. Aussi, on peut activer les micros sans souci. Le mieux étant que ça sera la fin de la présentation qu'on se laissera 20-30 minutes d'échange avec Pierre Foulquier. Je vous donne tout de suite la parole et puis on est Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, je travaille au sein du service des affaires industrielles de la DGA, dans une équipe qui est en charge plus particulièrement des PME de défense. Et dans ce cadre-là, on a différents partenariats en région avec différents acteurs du développement économique. Et Pôle de compétitivité MC2, à ce titre, a une convention avec le ministère des Armées. Et c'est dans ce cadre-là que je m'adresse aux adhérents, ou aujourd'hui, ou un peu plus tard, puisque j'ai compris que la présentation allait être enregistrée. Ils auront le loisir de la consulter a posteriori. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau dispositif que nous avons lancé. Alors, il n'est pas si nouveau que ça, parce que la ministre Parly l'a annoncé l'automne dernier, mais on a mis un petit peu de temps pour communiquer dessus. Et c'est aujourd'hui, enfin, c'est dans les prochaines semaines qu'on va donner un petit peu d'ampleur à ce dispositif. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, un petit topo sur ce que nous sommes, même si j'imagine que si vous êtes sur cet événement ce matin, c'est que vous êtes un petit peu connaisseur du secteur. Mais la DGA, donc, c'est un des 3 piliers du ministère des Armées. Elle est en charge de préparer les systèmes d'armes de demain et d'équiper les armées de la manière la plus autonome possible en termes de souveraineté industrielle notamment. Alors, on ne fait pas l'étendue du spectre, mais on est quand même en France assez chanceux, et notamment grâce à vous, les industriels, qui êtes en mesure de nous approvisionner sans trop dépendre d'intérêts étrangers. Un autre axe de travail chez nous, et c'est dans l'air du temps, la coopération européenne, amplifiée au travers du Fonds européen de défense, amplifier les synergies entre industriels au-delà des frontières. Et puis, on tâche aussi de soutenir les exportations de nos industriels. Alors, où est-ce que notre équipe se situe dans tout cet écosystème? En fait, on est rattaché directement au délégué général pour l'armement. Le service des affaires industrielles est directement rattaché. Et notre mission, elle est donc de soutenir, et on verra comment, mais soutenir les industriels, ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense. Et pour ça, on a 2 approches. Une approche, on va dire, par filière. Donc, on a des gens chez nous qui s'occupent de cette BITD sous l'angle de verticaux, l'aéronautique, les missiles, le terrestre, etc. Et puis, on a une autre équipe dont je fais partie qui s'occupe de ces acteurs sous l'angle un peu plus transversaux et en s'intéressant essentiellement à leur taille, donc des acteurs de type PME et ETI. Donc, c'est à ce titre-là que nous mettons en œuvre ce dispositif Diag Cyber. C'est au titre de ce soutien aux acteurs de type PME et ETI de la BITD. Voilà. Soutien aux PME, c'est une démarche qui vient du politique, et notamment à son arrivée, Madame Parly a pris la continuité de Monsieur Le Drian et a mis en œuvre ce qu'on appelle le plan Action PME, qui est une instruction ministérielle, c'est-à-dire un ordre qui ruisselle dans toutes les parties du ministère pour, au travers de différents objectifs et différents axes d'effort que je vous laisse lire, appuyer et favoriser le développement des PME qui travaillent pour nous directement,
mais le plus souvent de manière indirecte, hein, puisque dans un programme d'armement notamment, la DGA, c'est tout le paradoxe finalement de notre métier, ne voit que les grands industriels de défense, les Thales, les Safran, les Naval Group, les Dassault, etc. Mais eux-mêmes s'appuient à 80% sur des PME, des ETI dans leur sous-traitance pour concevoir et fabriquer les systèmes d'armes. Donc c'est pour ça que même si on n'a pas de contrat direct avec les PME, les ETI, on a une mission de soutien parce qu'on sait bien que sans ces acteurs-là, il ne peut pas y avoir de système d'armes. Action PME, c'est aussi l'objectif de suivre, hein, les PME d'intérêt. Il y a plus, on est dans la BITD, mais on n'a pas le même niveau d'importance dans la BITD en tant qu'entreprise. Et puis ce niveau d'importance, c'est-à-dire ce qu'on appelle la criticité évolue. On peut être très important un jour parce que on est un sous-traitant critique d'un programme d'armement, et puis avoir une importance un peu moindre pour le ministère des Armées, c'est-à-dire pour la DGA, parce que il y a une alternative à votre production et à vos produits, et voire même vous avez été déréférencé par un industriel de l'armement ponctuellement, et donc vous n'avez pas le même niveau de criticité. Donc tout ça, ça évolue, ça nécessite d'entretenir une cartographie de cette BITD, et c'est une des missions qui nous incombe, c'est-à-dire connaître à tout moment non seulement les acteurs, mais aussi leur état de santé. C'est aussi pour ça qu'en 2020, au plus fort de la crise, on a envoyé sur le terrain près de 80 agents du ministère pour auditer, entre guillemets, en tout cas prendre la température de certains acteurs clés. Et on a audité plus de 1000 entreprises sur cet exercice-là. Voilà, j'en ai fini pour les généralités. J'imagine qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de questions, même si j'avais prévu un petit temps. Je vérifie. Confirmer qu'il n'y a pas d'interrogation. N'hésitez pas via le chat à poser vos questions. Sinon, vous pouvez les garder pour plus tard, comme vous. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà. Très bien. Alors, on va attaquer le défi du sujet. Alors, déjà, pour brosser le paysage, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle un état de menace qui est excessivement agressif, hein, en matière de cyber. C'est-à-dire le contexte fait qu'aujourd'hui, on a des outils de production industrielle de plus en plus numérisés ou digitalisés. Le contexte fait aussi qu'on a beaucoup de collaborateurs dans une entreprise qui est en nomadisme, hein, pas comme entreprise, hein, dans les administrations, c'est le cas aussi. On a aussi pâti d'un manque de culture cyber des dirigeants d'entreprise, hein. Ça commence à se réduire, ce problème-là, mais à mesure que les attaques, les résultats de ces attaques, malheureusement, sont connus dans la presse, donc ça commence à se réduire. Je pourrais citer plein d'autres paramètres qui font qu'aujourd'hui, ces entreprises ont une surface d'attaque, ce qu'on appelle une surface d'attaque, c'est-à-dire ce qu'elles exposent sur le cyber, l'espace cyber, en termes de vulnérabilité, ces surfaces d'attaque sont de plus en plus vastes. Alors c'est proportion de la taille de l'entreprise et donc de son système d'information, mais globalement, si on fait la relation entre la surface d'attaque et la taille de SI, c'est quand même des pourcentages très, très élevés. L'autre phénomène, parce que pour qu'il y ait des attaques, il faut qu'il y ait des assaillants, c'est qu'on a une professionnalisation de la cyberdélinquance. Aujourd'hui, on n'est plus dans le mythe de quelques chevelus au fin fond d'un garage, hein, au fin fond de Vladivostok, qui essayent de s'amuser pour rentrer dans des systèmes d'information compliqués. C'est plus ça. Ça a évolué parce qu'en fait, ce sont les mêmes gens, mais sauf qu'ils vendent leurs services. Et parce que le concept hacking as a service, c'est exactement ça. C'est que par le biais de différents canaux, typiquement le dark web, on peut facilement toucher des cyberdélinquants et les mandater pour attaquer un concurrent ou discréditer une institution. C'est relativement aisé de les missionner, comme on peut missionner un prestataire informatique lambda. Il ne faut pas grand-chose pour rentrer en contact avec ces gens-là et les missionner. L'autre phénomène, c'est que les mafias ont investi ce secteur d'activité, entre guillemets, et on a donc une offre pléthorique, parce que ces mafias ont structuré ce domaine, elles ont recruté les meilleurs, elles continuent de recruter les meilleurs hackers, et elles offrent des services de manière beaucoup plus structurée. Donc on est aussi dans une période où le mandatement, entre guillemets, de
cyberdélinquants de haut vol est tout à fait accessible. Dernier point, c'est que quand on travaille pour le ministère des Armées, et donc on relève de la BITD, qu'on le sache ou pas d'ailleurs, on est encore plus exposé au risque parce que du coup, parmi les assaillants, il peut y avoir des gens du domaine étatique qui cherchent à capter des informations relatives à un projet d'armement. Et même si on est très bas dans la chaîne de sous-traitance, il peut y avoir un intérêt pour certains acteurs étatiques qui disposent de moyens assez considérables, en tout cas de manière disproportionnée par rapport à la sécurité du système d'information qu'ils cherchent à attaquer. Et donc ça aussi, c'est une réelle menace. Alors c'est pas, si vous fabriquez des boulons pour le Charles Leclerc, c'est pas forcément critique, mais si vous êtes dans un sous-composant un petit peu particulier d'un système embarqué, vous pouvez tout à fait faire partie de ce type de cible. Voilà, donc un contexte qui est, bon, c'est rapidement, mais un contexte qui est quand même, qui incite pas à l'optimisme BA, quoi. Alors, fort de ce constat, on va essayer déjà de repositionner pourquoi la DGA s'intéresse à ça finalement. Je vous ai dit que la DGA s'intéressait essentiellement à la préservation des savoir-faire critiques de la base industrielle et technologique de défense. Ça, c'est ça qui nous guide, hein. Pas plus, pas moins. Et puis, de toute façon, il existe un cadre réglementaire assez contraignant. Deux, en fait. Un, lorsqu'il s'agit de gérer des données qui relèvent du confidentiel défense et qui est régi par le Code de la défense, mais qui est surtout soumis à des sanctions d'ordre pénal. Donc, ça concerne essentiellement les industriels, têtes de chaîne, voire parfois leurs sous-traitants de premier rang, qui sont notifiés par la DGA 9 fois sur 10 de marcher avec une dimension confidentielle défense, c'est ce qu'on appelle les annexes de sécurité, et par ruissellement, ces têtes de chaîne industrielles ont pour consigne de faire ruisseler ces dispositions réglementaires sur leurs sous-traitants. En général, ça ne va pas très loin en profondeur dans la chaîne de sous-traitance sur un projet donné. Donc, il est possible, mais peu probable finalement, quand on regarde ça sous l'angle du volume, qu'en tant que sous-traitant d'un industriel de l'armement, vous soyez réellement très souvent, on va dire, soumis à ces contraintes réglementaires. L'autre disposition qui est tout aussi réglementaire, c'est la protection, ce qu'on appelle les dispositions autour de la protection du patrimoine scientifique et technique. Ça, c'est un petit peu différent. C'est que vous soyez en contrat ou pas avec nous, vous pouvez malgré tout retourner vers l'État en disant, de par mon savoir-faire et par les connaissances et les secrets industriels que je détiens, j'estime relever de la souveraineté nationale et je souhaite qu'au sein de mon entreprise, de mes locaux, de mon système d'information, je puisse sanctuariser un espace où toute intrusion, un espace qui devient référencé par l'État, et toute intrusion pourra faire l'objet de mesures pénales particulières. Ça s'appelle une ZRR. Mais on s'aperçoit que finalement peu d'entreprises, même si on fait la promotion du dispositif, connaissent l'existence de celui-ci et finalement mettent en œuvre des ZRR. Ces dernières années, ça a progressé, mais ça reste un dispositif sous-utilisé. Donc ça, ce sont les mesures réglementaires. Et dans une ZRR, on peut très bien mettre un système d'information. Donc en fait, ce qui nous intéresse, nous, côté DGA, avec ce dispositif, c'est tout ce qui ne rentre pas dans ces deux dispositions réglementaires finalement, mais qui malgré tout concernent ce qu'on appelle les actifs stratégiques. Alors c'est un mot un peu pompeux, mais toute entreprise, en tout cas les entreprises de la BITD, disposent d'actifs stratégiques, c'est-à-dire de secrets industriels, de savoir-faire, qui ne sont pas toutes dans la tête des ouvriers ou des ingénieurs et qui nécessitent d'être protégés. Donc en fait, on voit aussi, et ça on l'a vécu, que la compromission d'un système d'information d'une entreprise de la BITD peut entraîner au sein de l'entreprise une perte ponctuelle d'activité ou une baisse ponctuelle d'activité. Et nous, et là je reviens à nos préoccupations, ça peut avoir des répercussions sur les opérations d'armement que l'on conduit. Donc c'est déjà, nous,
au-delà de la protection des savoir-faire, c'est déjà ça aussi qui nous intéresse, c'est de ne pas perturber les calendriers et les plannings de nos programmes qui sont relativement contraints et du ransomware ou une attaque quelconque peut entraîner, je ne sais pas si vous avez entendu les infos, mais le centre hospitalier de Dax est complètement paralysé depuis hier soir parce que une attaque type ransomware paralyse l'intégralité du système d'information. Les gens qui sont en radiothérapie sont obligés d'être reroutés sur d'autres hôpitaux. Donc voilà que dans le quotidien des Français, une attaque cyber peut avoir des répercussions importantes. C'est de la même manière sur les attaques sur les systèmes industriels. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on a cherché à mettre en place, c'est un appui financier parce qu'on s'est aperçu que les dirigeants d'entreprise, y compris de la BITD, ils avaient de plus en plus en tête ce risque, mais ils considéraient quand même que c'était encore la 6e roue ou la 5e roue du carrosse parce que il faut quand même renforcer sa cyber, ça nécessite très souvent des investissements, mettre de l'argent sur la table, par les temps qui courent, c'est pas toujours simple. Et puis surtout, le ROI, il n'est pas facilement mesurable. Donc, pour créer une espèce d'incitation, on a cherché à voir comment on pouvait fonctionner, qu'est-ce qu'on pouvait mettre sur la table. Et donc, le dispositif que je vais vous présenter là, c'est en fait un appui financier qui permettent aux entreprises qui ont vraiment, au moment où elles font la demande, une criticité pour nous, d'entamer une démarche de renforcement de leur cyber en ayant une partie des coûts pris en charge par la DGA. Alors, les principes globaux de ce dispositif, c'est que il n'y a pas que la DGA qui est embarquée là-dessus, c'est l'argent du ministère des Armées, mais c'est BPI France qui est notre partenaire sur beaucoup de dispositifs, qui va être finalement l'opérateur. Savoir que c'est BPI qui va collecter les demandes de financement, qui met en place les contrats, on va y revenir, le cadre administratif, et puis qui débloque les financements, les paiements à mesure du déroulé des prestations. Ça, c'est le premier point, c'est qu'on est vraiment en association avec BPI sur ce guichet-là. Deuxième point, c'est que les prestataires d'audit qui vont intervenir au profit des entreprises bénéficiaires sont forcément des PACI. Alors, PACI, ça signifie que c'est une entreprise d'audit qui a été stampolisée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Elle a subi plusieurs mois d'évaluation par l'ANSSI. Et donc, l'ANSSI considère, au travers de la délivrance de ce label PACI, que cette entreprise d'audit a un niveau qualitatif suffisant, d'abord pour être certain qu'elle déroule avec une méthodologie très cadrée qu'on appelle EBIOS-RM, son protocole d'audit et d'accompagnement, et ensuite, du coup, les conclusions que cette entreprise va rendre, donc les comptes rendus d'audit et les détections de vulnérabilité, sont des travaux de confiance, entre guillemets. C'est-à-dire elles ont un certain poids. Ces recommandations et ces conclusions ont un certain poids dans le cadre d'une approche un peu réglementaire. Donc c'est important, ça nous semblait important pour nous qu'il y ait un niveau qualitatif certain des prestataires, et donc on n'a pas cherché à faire un référencement ou je ne sais quoi. On s'est simplement dit, seuls les PACI, les entreprises de type PACI, seront autorisées à dérouler des prestations dans le cadre de ce dispositif Diaxcyber. Alors la prestation dont on parle, c'est que donc un acteur extérieur, un prestataire cyber, travaille au profit d'une entreprise bénéficiaire pour effectuer 3 phases de travaux. Un audit initial, classiquement, qui permet au travers d'échanges avec les dirigeants, avec certains acteurs clés de l'entreprise, des audits in situ, identifier les vulnérabilités du SI et en déduire les risques qu'encourt l'entreprise et quantifier ces risques, la probabilité et leur occurrence. La probabilité d'occurrence, pardon. Ça, c'est la première phase. En clair, où est-ce que j'en suis à l'instant où je fais l'audit par rapport à mon SI ou dans le cadre des ETI, dans le cadre de le SI, la partie la plus critique de mon SI, où est-ce que j'en suis? Alors, on ne va pas s'intéresser uniquement au système
d'information. Il y a évidemment tout l'environnement dans lequel ce système d'information est positionné. La protection périmétrique de locaux, typiquement, ça fait partie des choses qu'un auditeur va regarder. Parce que finalement, il y a un continuum entre la sécurité physique de l'entreprise et la sécurité digitale. La deuxième partie des travaux, c'est que le prestataire va vous accompagner dans la mise en œuvre d'un plan de ce qu'on appelle un plan de remédiation. Un plan de remédiation en cybersécurité, c'est un train de mesure que l'on se fixe au niveau de la direction d'entreprise pour dire on va mettre en œuvre des mesures tant organisationnelles que techniques pour réduire mes risques. Les risques, comme je vous disais, ils sont quantifiés et la mise en œuvre de mesures, on pourrait même appeler ça de contre-mesures, doit permettre de réduire les risques et donc de réduire mes vulnérabilités. Donc ça, l'idée, c'est que le prestataire établit avec vous un calendrier et identifie avec vous les mesures. L'idée, c'est d'identifier les mesures parfois quick win, c'est-à-dire du paramétrage sur un équipement critique informatique, une sensibilisation de 2 ou 3 personnes qui jouent un rôle important sans parfois même le savoir, etc., etc. Ça permet d'arriver très vite à réduire des vulnérabilités. Ça, c'est souvent ce qu'on observe. Il y a souvent des quick wins dans ce genre d'exercice. Et puis après, il y a des mesures un peu plus long terme qui nécessitent des investissements. On peut les planifier, mais elles ne sont pas forcément toujours faciles à mettre en œuvre. On peut mettre plusieurs mois pour le faire. Et la troisième étape, c'est le même prestataire vient vérifier quelques mois après. Il fait une espèce... c'est un audit de vérification, c'est-à-dire c'est la même chose globalement que pour la première phase, un peu plus rapide. Ça permet de vérifier que les risques les plus saillants ont été réduits après la mise en œuvre de certaines mesures. Ça, c'est un cursus assez classique. On n'a rien inventé, bien évidemment. Mais nous, c'est important en tant que donneur d'ordre étatique et orchestrateur de tout ça, c'est que l'idée, c'est de vérifier qu'à travers de ce financement public, les entreprises ont progressé. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de faire cet audit de vérification. Alors, une fois qu'on a parlé de ça, concrètement, comment ça fonctionne, j'ai représenté là sous forme de ligne de métro un petit peu ce processus. On va commencer par la branche en haut à gauche. La première question qu'il faut se poser quand vous êtes intéressé, c'est de savoir si vous êtes éligible. Est-ce que au moment où vous allez faire la demande, vous présentez votre positionnement dans la base industrielle et technologique de défense, c'est suffisamment critique pour que la DGA accepte de vous financer. Donc là, pour ça, il suffit de nous poser la question, on y répondra très rapidement, ce qui permettra de gagner du temps et d'éviter les ascenseurs émotionnels, quoi. Donc, vous me demandez une bonne fois pour toutes si vous êtes suffisamment critique pour bénéficier du Diac Cyber. On l'a fait, on a commencé à le faire et on répond, c'est très facile pour nous de vous répondre et c'est très rapide. De la même manière, vous pouvez vous retourner vers nous pour vous aider à identifier un PACI. Parce que c'est pas forcément facile quand vous êtes une petite structure, que vous avez la volonté, mais que vous n'êtes pas trop au courant de tout ce monde-là, de savoir vers qui vous retournez. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est que on a, avec l'aide de l'ANSSI, sondé la soixantaine d'entreprises PACI qui sont référencées aujourd'hui, en leur disant, parfois vous êtes des grands, enfin très souvent ce sont des entreprises assez grandes, des Atos, des Thales, etc. Donc on leur a simplement posé la question, si une petite entreprise de la défense vient vous trouver, parce qu'on va le voir, il y a des contraintes quand même dans ce dispositif, il y a des contraintes financières, est-ce que vous gagnerez au moins à lui répondre? C'était ça notre crainte en fait. Et donc on a aujourd'hui une douzaine d'entreprises, d'auditeurs PACI, qui se sont engagés auprès de nous à répondre, à faire des propositions techniques et financières qui rentrent complètement dans le cadre du présent dispositif. Donc ça, c'est important de faire ce petit... C'est pas réellement un référencement parce qu'à la limite, toute entreprise PACI peut tout à fait rentrer comme prestataire, bien évidemment. Vous pouvez vous tourner vers toute entreprise PACI. Mais nous, ce qu'on ne voulait pas, c'est que des entreprises se retrouvent sans répondant d'entreprise PACI, enfin d'auditeurs PACI, parce que
le business les intéressait pas. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette petite sélection. Donc si vous cherchez par rapport à votre implantation géographique des acteurs dans votre coin, on peut vous renseigner aussi. Le processus nominal, c'est que vous déposez auprès de la BPI, c'est la branche centrale, là, votre dossier votre demande de financement, en y joignant forcément le devis du prestataire que vous avez retenu. Vous pouvez évidemment faire votre micro appel d'offres, hein, et une fois que vous avez retenu la proposition, vous déposez le tout sur le guichet de la BPI. La BPI, la première chose qu'elle fait, c'est se retourner vers la DGA pour dire est-ce que cette entreprise est éligible ou pas. Donc, d'où l'intérêt de se renseigner avant auprès de nous. En tout cas, nous, on le permet, de manière à pas faire la paperasse pour rien. Et une fois qu'on a donné notre accord, la BPI va contractualiser. Donc, elle met en place 2 contrats, la banque. Elle met en place un contrat entre elle et l'entreprise bénéficiaire, la PME ou le TI de défense. C'est la branche centrale. Et puis, elle met aussi un contrat en place entre elle et le prestataire, parce qu'elle va payer la moitié du devis du prestataire. C'est pour ça qu'il y a cette relation contractuelle. Et puis, évidemment, je ne l'ai pas représenté ici, mais il y a évidemment un contrat entre l'entreprise bénéficiaire et le prestataire retenu. Donc, c'est un jeu un petit peu triangulaire où il y a trois actes contractuels qui sont signés. La prestation s'effectue, on verra un petit peu après les modalités. Et à l'issue, la DGA vérifie les livrables du prestataire. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête, c'est que la BPI nous délègue le rôle de vérification de la qualité du service rendu par le prestataire. Donc, nous, on va recevoir les comptes rendus d'audit, les analyses du prestataire, le plan de remédiation qui a été prévu, le compte rendu du contre-audit, etc. Donc, tout ça, on donne quitus à la BPI pour qu'elle finance, qu'elle paye le prestataire, en tout cas la partie qu'elle s'est engagée à rémunérer au prestataire. Voilà un petit peu le circuit dans sa globalité. Au niveau maintenant des choses qu'il faut retenir de ce dispositif d'un point de vue modalité maintenant, c'est que d'abord, ce financement qu'on met sur la table, il ne sert qu'à payer des prestations intellectuelles. Il ne sert pas à acheter des équipements techniques. Ça ne sert vraiment qu'à financer le jus de cerveau du prestataire cyber. Ensuite, on a fixé des durées maximales sur les différentes phases. La phase 1 ne doit pas excéder 3 mois, entre le moment où vous signez le contrat avec le prestataire et le moment où il vous délivre son analyse. Les phases 2 et 3, qui sont indissociables, ne peuvent pas excéder 6 mois. C'est tout à fait possible en tant qu'entreprise bénéficiaire de dire à l'issue de la première phase, c'est-à-dire la phase audit, moi j'arrête. Mon état est tellement, enfin pour différentes raisons, soit parce que l'audit met en évidence que vous êtes à un très bon niveau, donc il n'y a aucune raison d'aller plus loin. Soit à l'inverse, c'est que le chantier est tellement colossal qu'il faut vraiment se poser la question de la stratégie, et c'est pas une petite prestation entre guillemets d'accompagnement et un contre-audit qui va résoudre quoi que ce soit. Bon, hormis ça, c'est un cas, des cas que je mentionne mais qu'on espère être marginaux. L'idée, c'est vraiment de découler les 3 phases. Ce qu'on a fixé aussi avec la BPI, c'est des seuils maximaux. Donc en fait, la première phase ne peut pas excéder 8 000 € et les deuxième et troisième phases, 6 000 € tout compris. Donc ça, il s'agit bien du prix total de la prestation. Donc le devis que le prestataire doit vous formuler ne doit pas excéder 14 000 € pour les 3 phases. Comme je le disais, on peut s'arrêter à l'issue de la première phase. Et donc nous, côté DGA BPI, on prend en charge sur ces 14 000 € 50%. Sachant que dans certains cas exceptionnels, liés notamment à l'état de santé de l'entreprise, on peut aller jusqu'à 80% de cette prise en charge. En tout cas, tant que le cadre réglementaire nous le permet. Et de ce qu'on en sait, jusqu'à fin mars, la Commission européenne, dans le cadre du régime des subventions, nous permettra de financer jusqu'à 80%. Au-delà, ça risque de revenir à 50%. Autre point important que je le disais tout à l'heure, c'est que les résultats de l'audit sont communiqués à la DGA. La BPI ne détient aucun document qui touche à la vulnérabilité de votre SI, contrairement à la DGA.
Donc nous, c'est pas dans un rôle de sanction, c'est simplement parce que comme je vous parlais tout à l'heure du travail de cartographie que l'on effectue sur la base industrielle. Et ben pour nous, l'état de santé cyber d'une entreprise fait partie de la cartographie au même titre que son état de santé économique. Voilà les points importants. Donc après, concrètement, ce qu'il faut faire, si vous voulez nous contacter pour vérifier votre éligibilité ou vous aider à identifier un prestataire, je vous ai mis ici l'adresse du guichet électronique que l'on met en place. C'est comme une boîte aux lettres, hein, mais simplement, nous, on a un back-office, donc ça nous permet d'organiser nos réponses. On tâche de répondre dans les 24-48 heures, hein, surtout à des questions comme ça. Si vous avez un peu plus maturé votre projet et que vous voulez déposer auprès de BPI France, hein, je vous ai mis l'adresse aussi du guichet qui vous permet de déposer ou voire de vous renseigner. Donc à la fin de ce petit événement, vous aurez les planches évidemment. Vous aurez ici un flyer qui décrit tout ce que je viens de vous évoquer avec un descriptif un peu plus étayé, mais voilà un petit peu les deux points majeurs à retenir. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut prendre du temps. J'imagine qu'il y a quelques interrogations. Voilà. Je suis à votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation. En effet, hein, comme vous l'indiquez, je vais envoyer à chacun des participants cette présentation PDF ainsi qu'un flyer synthétique sur le dispositif. La présentation semblait bien complète, exhaustive. Vous avez peut-être néanmoins des questions, donc n'hésitez pas, je peux vous donner la parole. Si vous préférez via le chat, vous pouvez aussi poster un petit message et je m'en ferai le relais. Non, il n'y a pas de particulier. Alors, si j'en ai une, je ne sais pas si vous la voyez, je vous la lis. Est-ce que la prise Oui, en j'ai charge vu, ouais. jusqu'à 4 voilà, correspond au Oui, régime tout à fait. Covid? Tout à fait, ouais. Les 80%, c'est dans le cadre de la crise. Il est possible que la date du 31 mars soit repoussée. Mais effectivement, c'est cette disposition dérogatoire qui nous permet de monter jusqu'à 80%. Alors, j'en fais pas une promotion effrénée de ces 80% parce que c'est vraiment pour nous l'idée de réserver cette disposition aux entreprises dont on connaît l'état de santé et qui ont de graves difficultés. Donc, il vaut mieux partir sur l'idée d'un 50%. Très bien. Voilà. Question, mais c'est un remerciement, donc on prend aussi. Hein. L'explication était très claire. En tout cas, nous, on est dans une phase de lancement, mais on n'est pas dans une approche commerciale. Hein. L'état de la menace est tel qu'on vous incite vraiment, à l'occasion de cette petite session d'information, à vous poser la question ou à relayer vos interrogations à vos dirigeants. Parce que sans agiter le drapeau rouge, on est dans une situation compliquée qui est aggravée par la crise. Donc il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience. On sait que ça commence, mais les événements nous poussent à dire qu'il faut accélérer le tempo. Hmm. Il y a une autre question sur le fait que ce soit réservé. Si vous pouvez confirmer que c'est réservé aux entreprises qui n'ont pas encore bénéficié de ce régime sur d'autres dispositifs. Pour le Covid, Alors, pour l'interrogation Covid, c'est ça? la personne ne précise pas. Parce qu'effectivement, il me semble, pour l'avoir vu dans d'autres cas, Oui, qu'on oui, c'est ça. ne peut pas cumuler effectivement la dérogation Covid. Ouais. Si on a bénéficié d'un 80% dans un autre cadre de subvention, on peut pas le. C'est vrai, c'est exact ça. Il faudra que je le précise. Hein. On peut pas
on peut pas en bénéficier dans ce cadre-là. Ouais, c'est vrai. C'est bien ça, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là. Vous étiez très clair. Bon, bah, très bien. Écoutez, on est à votre disposition en tout cas, hein. Je vous ai donné les contacts. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis on va vous faire passer les éléments. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup à notre intervenant de ce jour, M. Foulquet, Très pour bien. cette Merci à vous. présentation. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, merci.